Parler aujourd'hui donc de cerveau et mémoire. Donc évidemment, c'est la synthèse de ce que j'ai fait en une journée de formation vendredi dernier. Donc là, j'ai été obligée de sabrer pas mal de choses. J'espère avoir gardé le nécessaire et puis je vous ai réservé une petite surprise à la fin aussi, un petit cadeau pour ceux qui sont là et que ça intéresse. On va démarrer par un quiz où il faut répondre par vrai ou faux. Et donc, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Alors, je vais répondre pour vous, puisque pour aller plus vite, eh bien, c'est faux, parce qu'on utilise toutes les zones du cerveau, mais pas en même temps. On va quand même tout utiliser dans notre cerveau en fonction des tâches qu'on va accomplir. Euh, il existe des profils d'apprenants visuels, auditifs, kinesthésiques. Alors c'est ce qu'on dit classiquement, et en fait c'est faux parce que tout le monde utilise plusieurs canaux sensoriels. Et bon, l'adaptation des supports de présentation, par exemple, elle est utile, mais ça n'est pas une vérité neurologique parce que on a des préférences quelquefois sur le visuel ou l'auditif, mais en fait, on va se servir quand même de tous nos canaux, et c'est pour ça que dans un même support de présentation, c'est bien qu'il y ait des choses quand même assez visuelles, qu'on ne se contente pas de simplement écouter ce que dit le présentateur, et parce qu'on retiendra mieux s'il y a des images un petit peu choc. Le cerveau gauche est logique, le cerveau droit est créatif. Eh bien, ça aussi, c'est faux, parce que les deux hémisphères coopèrent tout le temps dans toutes les tâches, hein. Et les personnes qui ont des problèmes qui sont un petit peu, qui font souvent tomber des choses, en général, ont des problèmes justement dans la coordination entre les deux hémisphères. Et on va voir tout à l'heure quel est l'organe qui s'occupe de ça. Écouter de la musique classique rend plus intelligent, c'est ce qu'on appelle l'effet Mozart. Eh bien, c'est faux aussi, parce que même si la musique classique peut stimuler temporairement l'attention, en fait, elle n'augmente pas le QI. Alors, boire de l'eau ou manger du sucre améliore la mémoire immédiatement. Ah ben, ça aussi, c'est faux, même si une bonne hydratation est absolument indispensable pour que le cerveau fonctionne bien. Et d'ailleurs, on s'en rend compte dans des journées où il fait très chaud, comme en ce moment. Si vous ne vous hydratez pas suffisamment, ben, au bout d'un moment, vous allez avoir l'impression, et c'est peut-être pas qu'une impression d'ailleurs, que votre cerveau n'arrive pas à suivre, vous n'arrivez pas à mener à bien vos tâches intellectuelles. Mais donc l'effet d'hydratation n'est pas instantané, donc c'est pour ça qu'il faut s'hydrater régulièrement au cours de la journée, et il n'y a pas d'effet direct bien sûr sur la mémoire. Quant au sucre, même si le glucose est l'aliment favori du cerveau, eh bien on sait que manger du sucre à longueur de temps, c'est pas quelque chose à faire parce que ça va vous causer des problèmes de santé. Entre autres, ça va finir par faire de l'inflammation chronique, du stress oxydatif, etc. Et tout ça, c'est pas bon pour le cerveau. Le QI est fixe à vie. Eh bien, ça aussi, c'est faux parce que les capacités cognitives peuvent évoluer avec l'apprentissage, l'environnement, la santé. Si vous êtes entouré de gens qui vous tirent vers le haut, eh bien, vous allez apprendre sans arrêt des choses, vous allez être motivé, vous allez être encouragé pour apprendre de nouvelles choses. Alors que si vous vous trouvez avec des gens qui s'intéressent à rien et qui vous disent pourquoi tu lis ça, c'est bien trop compliqué, tu n'as qu'à laisser tomber, etc., bah, vous n'allez pas tellement progresser avec ça. Donc, c'est possible d'améliorer ses capacités tout le temps. On peut faire plusieurs choses à la fois efficacement. C'est ce qu'on appelle le multitâche. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux. Parce que le cerveau, ah, tiens, il manque une phrase, voilà. Le cerveau bascule tout le temps d'une tâche à l'autre et ça nuit à la performance et à la mémoire. Vous savez très bien que si vous êtes à faire quelque chose et que vous êtes bien concentré sur votre tâche, vous allez aller beaucoup plus vite que si vous faites un truc et puis on vous demande de faire autre chose et puis vous lâchez pour faire une troisième chose. Eh bien là, vous n'avancerez à rien. En général, on ne termine pas la première tâche, qu'on passe à une autre. On va plus se rappeler qu'on n'a pas terminé la première et ça risque d'avoir des conséquences. Si c'est un travail administratif, par exemple, qui devait être fait pour une date précise et que finalement on a complètement oublié qu'on ne l'a pas terminé, bah, ça va être très embêtant. Voilà. Et puis on a aussi quelquefois des fausses mémoires ou des mémoires modifiées, déformées ou inventées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple je vous demande de mémoriser toute cette suite de mots, lit, oreiller, nuit, rêve, réveil, ronflement, fatigue, drap, sieste, couette, matelas, et que je vous demande de vous concentrer pendant une minute pour bien mémoriser cette phrase-là, et que demain, par exemple, je vous demande qui a lu le mot sommeil.
eh bien, il y a de fortes chances qu'il y ait quelqu'un qui me dise, moi, j'ai lu sommeil. Or, sommeil n'était pas dans cette liste de mots. Mais en fait, notre cerveau, il anticipe, il complète, il invente. Et donc, il va essayer de broder un petit peu autour des informations qui lui sont parvenues. Et ça s'appelle l'effet, disent Rodiger-McDermott. Le cerveau reconstruit du sens, il va deviner un mot central à partir des éléments qui lui ont été envoyés. Et donc, c'est une fausse mémoire, elle est cohérente, bien sûr, mais elle est erronée. Donc, méfiez-vous de ça, ça peut arriver plus souvent qu'on ne pense. Et puis là, si je vous demande, Pikachu, il a une tache noire au bout de la queue ou pas? Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire tout de suite, qui vont trouver tout de suite la bonne réponse parce qu'ils ont beaucoup joué avec Pikachu quand ils étaient petits, puis il y en a d'autres, ils ne savent même pas qui c'est Pikachu, donc là, je ne vous ferai pas mariner plus longtemps et je vais vous dire que le vrai Pikachu, c'est celui de droite qui n'a pas de tache noire sur la queue. Mais en général, la plupart des gens vont répondre que c'est celui de gauche, parce que, un peu dans l'inconscient collectif, on s'est dit, tiens, il a du noir au bout des oreilles, il doit aussi avoir du noir au bout de la queue, et puis bon, voilà. Bon, c'est un petit truc de rien du tout, vous me direz, mais du coup, c'est un petit peu passé dans les mœurs, voilà. Même chose pour le logo du Monopoly. Alors, on a tous joué au Monopoly. C'est lequel le vrai logo? Est-ce que le bonhomme a un monocle ou il n'en a pas, à votre avis? Eh bien, c'est celui qui n'a pas de monocle qui est le vrai logo du Monopoly. Mais dans l'inconscient collectif aussi, on lui met souvent un monocle. Pourquoi? Parce qu'on trouve que ça va bien avec son habit qui date un peu du début du siècle dernier. Donc, on se dit que oui, probablement il a un monocle. Et probablement que si je vous interroge, eh bien, la plupart d'entre vous vont se tromper et vont me donner la mauvaise réponse. Et ça s'appelle l'effet Mandela. C'est-à-dire qu'on parle de faux souvenirs collectifs, puisque notre mémoire est influencée par la culture, par les autres, par nos attentes. Et vous savez très bien que s'il y a énormément de personnes qui vous disent ça c'est la vérité, c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas autrement, eh bien, et qu'on vous le répète, on vous le répète, on vous le répète, ben vous allez finir par croire que c'est la vérité, alors que peut-être pas du tout. Et pourquoi ça s'appelle Mandela? Eh bien parce que Nelson Mandela a été condamné à 27 ans de prison. Il a été incarcéré en 1963 et il a été libéré en 1990. Et entre ces deux dates, on n'a pratiquement plus entendu parler de lui quand il était en prison. Or, eh ben, pour la plupart des gens, Nelson Mandela était décédé. Il y en avait très peu qui savaient qu'il était toujours vivant et qu'il était enfermé dans une prison en Afrique du Sud. Non seulement il a été libéré en 1990, mais il est devenu président 4 ans plus tard. Et puis, il y a aussi des illusions cognitives, des erreurs de perception ou de raisonnement. Par exemple, si je vous montre cette image, alors faites naviguer vos yeux du côté gauche où vous avez les lettres et puis du côté droit où vous avez le motif et quelquefois vous allez avoir l'impression que dans ce mouvement des yeux, vous allez peut-être avoir l'impression que vous voyez le dessin bouger à droite alors qu'il est complètement fixe. Donc c'est une illusion visuelle. Pareil avec cette danseuse que vous devez voir tourner. Alors, dans quel sens vous la voyez tourner? Est-ce qu'elle tourne toujours dans le même sens? On a fait l'expérience l'autre jour, il y avait plusieurs personnes dans la salle. Eh bien, tout le monde ne la voyait pas tourner dans le même sens. Et quand quelqu'un voyait un changement de sens, tout le monde ne le voyait pas à ce moment-là. Donc, en fait, c'est pour bien vous montrer que le cerveau interprète, complète, corrige ce qu'il perçoit. On voit ce qu'on croit voir et non pas ce qui est objectivement là. Et donc ça peut avoir des répercussions quand, par exemple, vous êtes témoin d'une scène, alors moi qui aime bien les séries policières, d'une scène de crime, par exemple, eh bien, vous pouvez très bien faire condamner quelqu'un parce que vous êtes persuadé que vous avez vu telle ou telle chose alors que finalement, c'était pas ça. Donc, il faut toujours se méfier. Je dis pas faut pas témoigner de ce qu'on a vu, mais il faut toujours prendre un petit peu de recul par rapport à ça. La croyance excessive dans la mémoire, donc c'est quelque chose qu'il faut éviter parce que la mémoire n'est pas une caméra, c'est une reconstruction subjective, c'est-à-dire qu'elle va être influencée par nos émotions, par notre humeur, notre état de stress aussi, et par nos croyances, hein, notre éducation, tout ce qu'on connaît déjà, eh bien tout ça, ça a une influence sur notre mémoire et sur la manière dont on va mémoriser. Alors maintenant, comment fonctionne notre cerveau? Donc là, c'est la partie un petit peu plus ardue. On va voir les différentes régions du cerveau. Je vais essayer d'aller vite quand même pour pas vous embêter trop avec ça.
Vous pourrez revoir et puis éventuellement faire des arrêts sur image dans le replay. Alors, ce qu'on appelle cerveau, en général, on considère toujours que c'est la totalité de tout ça. Et en fait, il y a trois parties différentes. Le télencéphale, qui correspond aux deux hémisphères cérébraux et qui se trouve au-dessus du cervelet qui est en bleu ici, et puis du tronc cérébral qui est en orange. Et donc, ces deux hémisphères-là, ils vont contrôler de nombreuses fonctions du corps, comme les organes des sens, la motricité fine aussi. Ils vont aussi nous servir à interpréter les émotions, à résoudre des problèmes et à apprendre. Le cervelet, donc cette partie bleue qui est située à l'arrière, là je suis allée trop vite, lui il va nous permettre des mouvements musculaires, il va contrôler l'équilibre, la posture et l'apprentissage moteur. Le tronc cérébral, quant à lui, il est situé donc à la base du cerveau, il va relier le cerveau à la moelle épinière et il va aider à coordonner la communication entre le cerveau et le reste du corps. Il coordonne entre autres toutes les fonctions involontaires comme la respiration, le rythme cardiaque, etc. Alors, autant on peut vivre avec quelquefois un hémisphère du cerveau en moins. Ça s'est fait quelquefois pour des enfants qui font des crises d'épilepsie tout petits et que les traitements médicamenteux n'arrivent pas à traiter. Eh bien, il est arrivé qu'on enlève la moitié du cerveau à un enfant. Si on le fait quand l'enfant a moins de 10 ans et qu'on lui a enlevé, par exemple, l'hémisphère qui contient la zone du langage, eh bien, il va quand même pouvoir récupérer puisqu'il y a une plasticité cérébrale qui fait que l'autre hémisphère va compenser. Il y a aussi l'histoire d'une Chinoise de 24 ans qui s'est rendue compte de manière fortuite, quand on lui a fait un IRM du cerveau, qu'elle n'avait pas de cervelet. Et ça faisait déjà 24 ans qu'elle vivait sans cervelet, sans aucun problème de posture, ni d'équilibre, ni quoi que ce soit. Là encore, le reste du cerveau avait compensé. Et puis il y a aussi le cas d'un monsieur de 44 ans, là c'est en France, il a eu un scanner du cerveau alors que bon, il avait des problèmes de genoux, donc enfin le scanner a été fait un peu par hasard comme ça, et on s'est rendu compte qu'il lui manquait 90% de ces deux hémisphères cérébraux. Donc il avait juste une partie de tissu cérébral en périphérie qui était pratiquement collée sur les parois du crâne. Et il en manquait 90%. Au milieu, c'était vide. Il y avait une espèce d'hydrocéphalie. Donc, il a dû avoir une hydrocéphalie quand il était petit, qui n'a pas été diagnostiquée. Et malgré tout, bah, ça ne l'a pas empêché d'avoir une vie normale. Il était marié, ce monsieur, avait des enfants. Et bon, il avait un QI un petit peu inférieur à la norme, mais bon, il n'est pas le seul comme ça. Mais par contre, son tronc cérébral était intact. Et le tronc cérébral, apparemment, c'est la partie du cerveau dont on ne peut pas se passer, hein, parce que c'est lui qui relie donc ce cerveau au reste du corps. Et comme il est responsable de toutes les fonctions volontaires, s'il y a un problème au niveau du tronc cérébral, eh bien, en général, vous ne survivez pas. Donc, il y a des lobes dans ce télencéphale. Donc là, on est dans la partie qui était en jaune tout à l'heure. Le lobe frontal qui se trouve donc à l'avant. Il y a les lobes pariétaux qui sont sur les côtés du crâne, plutôt dans la partie haute. Les lobes temporaux qui sont en arrière un peu du lobe frontal et un peu plus bas que le lobe temporal. Et puis à l'arrière, vous avez le lobe occipital. Donc chacun a une fonction particulière. Le lobe frontal, il comprend, enfin, il va être responsable de la pensée critique, de la planification, des sensations de récompense, de la motivation et de la conscience de soi, et aussi il comprend l'aire motrice. Et c'est aussi là que se trouve donc, excusez-moi, une zone qui est appelée l'aire de Broca. Le lobe pariétal, quant à lui, est responsable de l'information proprioceptive, c'est-à-dire de la sensation que l'on a de la position dans laquelle on se trouve. Et puis, c'est aussi là que on va aussi avoir l'aire sensitive et où on va percevoir des sensations comme la douleur, la température, etc. Le lobe occipital, lui, il renferme le cortex visuel. Donc, il va nous permettre d'interpréter la couleur, la lumière, le mouvement. Et en fait, les deux côtés du cortex visuel vont traiter des images de façon contralatérale. Pourquoi? Parce que les nerfs optiques qui partent de nos yeux, ils se croisent au niveau du chiasma optique dans le cerveau. L'information de l'œil gauche arrive au cortex visuel droit et l'information de l'œil droit arrive au cortex visuel gauche. Le lobe temporal, quant à lui, il va être responsable de l'apprentissage, de la mémoire et de la compréhension du langage. Vous voyez, il y a le langage et la compréhension du langage, c'est des choses différentes.
qu'on appelle l'aire de Wernicke. Et donc, il est aussi responsable de la manière dont les choses sont organisées, puisque tout est en réseau, vous allez voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Alors, à l'intérieur du cerveau aussi, on a des structures qui sont beaucoup plus dans la profondeur, qui correspondent un petit peu à notre cerveau primitif, avec le corps calleux, l'hypothalamus, l'hypophyse, le thalamus et la glande pinéale. Alors, le corps calleux, c'est justement cet organe, ce pont de fibres nerveuses qui va relier les deux hémisphères du télencéphale et qui va permettre aux hémisphères de communiquer entre eux pour mieux coordonner donc les activités. Donc quelqu'un qui est très très maladroit et qui casse toujours un tas de trucs, je pense qu'il y a un problème avec le corps calleux. Donc ça peut se réinformer aussi, on peut travailler dessus, même de manière psychique, un peu sur le corps calleux, pour faire en sorte que les deux hémisphères travaillent un petit peu plus en phase. Le thalamus, lui, il est donc assez profond dans le télencéphale et il va coordonner toute l'information sensorielle entrante. Il va permettre également de ressentir la douleur, de faire preuve d'attention et de récupérer des informations qui ont été déjà mémorisées. L'hypothalamus, donc, c'est le centre de contrôle du système nerveux autonome. Alors, je vous rappelle que le système nerveux autonome, c'est un système nerveux qui va contrôler toutes nos fonctions internes pour lesquelles on n'a pas besoin d'y penser, comme la respiration, les battements du cœur, le fonctionnement de tous nos organes internes, y compris le système digestif, etc. Ça va contrôler aussi la tension des parois de nos artères, par exemple, et il a deux branches, ce système nerveux autonome, l'orthosympathique qui est un petit peu comme l'accélérateur, et le parasympathique qui est un petit peu comme le frein. Donc dans une journée, on doit alterner entre l'orthosympathique et le parasympathique. En voiture, c'est pareil, vous n'êtes pas toujours accélérateur au plancher, ou alors il va y avoir des problèmes. Et puis cet hypothalamus, il fait aussi la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien. Donc, il va être responsable de la production d'hormones dans le cerveau et il va contrôler l'hypophyse également. Donc, l'hypophyse, elle se trouve en dessous, cet hypothalamus, et puis elle fait partie donc, du système endocrinien aussi. Elle va aussi jouer un rôle clé dans le développement humain. Et l'hypophyse, c'est le centre de contrôle de toutes les glandes hormonales du corps. Et puis, il y a l'épithalamus qui est situé derrière l'hypothalamus et qui, lui, contient la glande pinéale, qui est cette glande qui nous aide à réguler notre horloge interne en sécrétant une hormone que vous connaissez certainement, qui s'appelle la mélatonine et qui nous permet de bien dormir et d'avoir un sommeil réparateur. Donc, et cette mélatonine et cette glande pinéale, quand elle va bien, eh bien, on va être bien calé sur nos rythmes circadiens. C'est-à-dire, on doit dormir la nuit, on doit travailler le jour et pas l'inverse. Et la mémoire, eh bien, il y a quatre parties du cerveau qui sont particulièrement concernées par la mémoire: l'amygdale, l'hippocampe, le cervelet et le cortex préfrontal. L'amygdale, elle va réguler principalement la peur et l'agression. Elle permet aussi de stocker des souvenirs qui sont liés à des émotions et elle aide également à transférer de nouvelles informations dans la mémoire à long terme. L'hippocampe, lui, il est impliqué dans la reconnaissance et la mémoire spatiale. Et cette partie du cerveau aide également à donner un sens aux souvenirs et à les connecter à d'autres souvenirs. Et comme l'amygdale, l'hippocampe aide à transférer de nouvelles informations dans la mémoire à long terme. Alors l'hippocampe, par exemple, il y a des études qui ont été faites chez les chauffeurs de taxi londoniens parce que pour avoir leur licence, ils sont obligés de mémoriser 25 000 noms de rues. Eh bien, en fait, il faut qu'ils les mémorisent de manière assez spatiale, parce que c'est-à-dire que c'est pas le tout de citer les différentes rues, il faut qu'ils sachent exactement où elles se trouvent, comment y aller en voiture, puisque c'est leur travail. Et en fait, ils se sont rendus compte que chez ces chauffeurs de taxi, eh bien, la région de l'hippocampe était plus développée que chez quelqu'un lambda qui n'est pas un chauffeur de taxi londonien. Et puis, bah, c'est vrai que maintenant, avec le GPS, on fait plus l'effort de faire travailler notre mémoire spatiale. Alors bon, il y a des gens que ça arrange, comme moi par exemple, qui n'est pas une très bonne mémoire spatiale, donc je suis contente d'avoir un GPS, mais c'est vrai que du coup, je fais plus trop travailler ma mémoire spatiale. Bon, voilà. Et puis le cervelet et le cortex préfrontal, donc ça aide aussi à se souvenir des processus. Donc les processus, c'est toutes les choses que l'on apprend, comme par exemple quand on a appris à faire nos lacets de chaussures, par exemple quand on était petit. Donc c'est un processus qu'on a appris, quelquefois avec beaucoup de mal, parce que c'était un petit peu compliqué de savoir faire les boucles et tout.
Et donc, c'est quelque chose qu'on va répéter, 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 jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et bien là, donc, c'est ces parties du cerveau qui sont impliquées. Et comment circule l'information d'un neurone à l'autre? Alors, il y a un petit peu deux sortes d'activités. On a une activité électrique avec des dépolarisations donc, le long des parois et enfin, de l'axone et des dendrites, etc., le long des filaments, si on veut, des neurones. Et puis aussi, on a une transmission grâce aux neurotransmetteurs, c'est-à-dire que on croit que les neurones se touchent les uns les autres, et en fait, non. Il y a ce qu'on appelle une synapse, c'est ça, c'est ce qui correspond à cette jonction ici. Et en fait, on a la partie du neurone qui est en amont, qui va libérer des neurotransmetteurs, et ces neurotransmetteurs vont être largués donc dans ce qu'on appelle l'espace synaptique, et ils vont venir se mettre sur les récepteurs qui sont sur le neurone qui se trouve en aval. Et c'est comme ça aussi que se transmet l'information. Donc on voit bien que si on a un problème avec les neurotransmetteurs, si notre corps n'a pas fabriqué ce qu'il faut comme neurotransmetteur pour une raison X ou Y, eh bien l'information va avoir du mal à passer également. Alors comment fonctionne la mémoire? Alors on va comparer par rapport à l'ordinateur, parce que souvent on compare un petit peu les deux, et vous allez voir qu'il y a quand même des différences assez notables. Alors d'abord, ce sont deux systèmes différents. Le cerveau, c'est un système analogique donc, qui est sensible aux interférences, alors que l'ordinateur, c'est un système numérique qui est binaire et qui est beaucoup moins sensible aux interférences. Le support des données pour le cerveau, ce sont les neurones. Pour l'ordinateur, ce sont des circuits imprimés. Donc là, on voit tout de suite que dans le cas où je vous disais, il manquait une partie du cerveau, et avec la plasticité cérébrale, l'organisme a compensé et la personne n'a pas d'ennui. Dans un ordinateur, si vous enlevez des circuits imprimés, eh ben, tout ce qui dépend de ces circuits-là ne marchera pas. Et il n'y aura pas de plasticité, il n'y a pas les autres qui vont se dire, tiens, faut qu'on se déplace, ou il faut qu'on modifie notre comportement. Non, c'est pas possible. Il manque un circuit, enfin, tout ce qui dépend de ce circuit-là ne fonctionne plus. La transmission des données, donc pour l'ordinateur, c'est uniquement des impulsions électriques, alors que pour le cerveau, on a des petites impulsions électriques, mais aussi on a les neurotransmetteurs. Le fonctionnement, donc analogique pour le cerveau, binaire pour l'ordinateur. La mémoire, il y a différents types de mémoire aussi dans le cerveau comme dans l'ordinateur. La mémoire à long terme, on la verra tout à l'heure, elle correspond au ROM et au disque dur dans l'ordinateur. Et la mémoire à court terme ou la mémoire de travail, qu'on va développer tout à l'heure aussi, elle correspond à la RAM ou à la mémoire cache dans l'ordinateur. Le nombre de cellules, les neurones, il y en a à peu près 100 milliards, alors que dans un ordinateur, ça peut être infini. Vous voyez, il y a des capacités maintenant au niveau des ordinateurs qui ont explosé, hein. C'est énorme maintenant ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Par contre, là où on voit une différence aussi énorme, c'est dans les liaisons par cellule. Alors avec les neurones, vous avez 10 000 liaisons par cellule, ce qui est énorme, alors qu'avec l'ordinateur, vous n'en avez que deux. Les liaisons vont se faire avec les cellules voisines. Donc, quel est l'intérêt? C'est que ça va se jouer au niveau de la structure, donc de l'information. On va avoir une structure en réseau pour le cerveau, donc qui est non linéaire, alors qu'on aura une liste pour l'ordinateur, c'est-à-dire que pour l'ordinateur, on pose une question, c'est 0 ou 1, c'est blanc, c'est noir, il n'y a pas de nuance. Alors que quand on voit avec le cerveau qui a 10 000 liaisons par cellule, eh bien ça veut dire que c'est un système en réseau qui va pouvoir aller récupérer plein de petites informations à droite et à gauche, et qui va nous donner une information qui va être beaucoup plus complète. Alors elle peut être un petit peu faussée aussi par ces différentes informations, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de nuances qu'avec l'ordinateur. Après, pour les caractéristiques, hop là, les caractéristiques techniques, la durée des impulsions, la vitesse de propagation, le temps d'accès ou le débit, bon, bah là, vous voyez bien, on est battu à plat de couture par l'ordinateur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer aussi notre vitesse de mémorisation et de récupération des données. Alors, les différents types de mémoire, on a la mémoire perceptive, donc qui est liée à nos cinq sens, hein. Les informations, d'abord, nous arrivent par les cinq sens, par la vision, l'audition, l'odorat, le goût, le toucher. On a aussi la mémoire de travail, qui elle est nécessaire pour tout ce qui est une tâche immédiate. Alors c'est une mémoire à court terme, hein, et elle va durer le temps de retenir un numéro de téléphone, par exemple, que l'on doit noter.
Mais on va le mémoriser pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'on l'ait noté. Une fois qu'on l'a noté, on sait qu'on n'a plus besoin de le garder en mémoire puisqu'on l'a noté. Donc, on peut oublier. La mémoire procédurale qui est celle des automatismes, hein, quand on apprend à conduire, à faire du vélo, à jouer de la musique, donc on va s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Ça va pas se faire en une fois. Il va falloir répéter beaucoup, beaucoup de fois. Mais une fois que c'est mémorisé, c'est automatique. Ça revient facilement, même si on reste des années sans faire de vélo, par exemple. Ben, quand on va remonter sur un vélo, on saura toujours comment faire. La mémoire sémantique, c'est celle du langage, du savoir des mots, des objets, des lieux, des personnes. Elle se construit et se réorganise tout au long de la vie. Donc on va faire comme des catalogues. Par exemple, j'apprends les capitales des pays d'Europe, ben, je vais ranger ça dans mon catalogue géographie. Voilà, vous imaginez comment c'est rangé dans le cerveau. Et vous voyez aussi sur la carte les différentes, enfin sur l'image du cerveau, les différentes zones qui s'activent en fonction des mémoires qui sont utilisées. Et puis il y a aussi la mémoire épisodique, qui est celle des moments vécus, qui nous permet de nous construire et de nous projeter aussi dans l'avenir. Donc on va se rappeler, par exemple, des vacances passées à tel endroit. Euh, alors ça peut être une mémoire qui va être assez complète avec, on va se rappeler du temps qu'il faisait, de la sensation, par exemple, du soleil sur la peau, s'il y avait du soleil à ce moment-là, ou s'il y avait du vent, ou les odeurs qu'on a perçues, etc. Alors le processus de mémorisation, donc il y a trois phases principales, donc l'encodage, le stockage et la récupération. Et puis on a mis une phase supplémentaire qui est la consolidation, parce qu'en général, quand on veut se rappeler de quelque chose sur le long terme, eh bien, il va falloir quand même y revenir plusieurs fois, soit revoir l'information, se la rappeler assez régulièrement. Parce que quelque chose, une information dont on ne se sert pas du tout, ben, elle va finir par disparaître, on va l'oublier parce qu'il y a un processus dans notre cerveau qui fait que on est programmé pour l'oubli. Parce que si on devait mémoriser tout ce qu'on voit tous les jours, eh bien notre cerveau ne suffirait pas, ce serait trop. Donc en fait, il y a un élagage qui se fait et qui se fait aussi la nuit quand on dort. Et c'est pour ça que c'est important d'être en bonne santé et de bien dormir si on veut avoir une bonne mémoire. Donc l'encodage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va mémoriser donc, enfin on va récupérer des informations qui vont venir par les cinq sens, et le cerveau il va créer des traces au moyen de différents procédés, c'est-à-dire qu'il va classer déjà toutes les infos qui arrivent. Est-ce que c'est de la mémoire épisodique? Est-ce que c'est de la mémoire sémantique? Est-ce qu'on doit les garder à court terme, à long terme, etc. Et donc, pour mieux mémoriser, il va créer des liens entre l'information qui est arrivée et le contexte dans lequel elle a été perçue. Donc, on se rappelle en général mieux d'un événement quand il est associé à une émotion forte. Et en même temps, une sensation de stress intense peut empêcher la mémorisation. Hein, parce qu'on peut être tellement choqué que on va plus se rappeler de rien. Ça peut arriver dans des stress post-traumatique ou des choses comme ça, qui est un peu comme un blackout. On a complètement oublié certaines. C'est un peu pour protéger l'organisme, protéger le cerveau. Donc, deuxième étape, la consolidation. Donc, voilà, il va falloir renforcer, apprendre éventuellement à plusieurs reprises. Hein. Vous vous souvenez, quand on était petit, on apprenait des poésies, on apprenait la grammaire, on faisait beaucoup d'exercices, on apprenait par cœur, on répétait, ou un mouvement, par exemple, moi j'ai fait de la danse, ben, on répétait un mouvement jusqu'à ce qu'il devienne automatique aussi. Et ça peut être pareil dans le sport. Donc il faut répéter, 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 et ça consolide l'information sur le long terme. Alors, les quatre phases du processus d'apprentissage, eh bien d'abord, on est inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça peut paraître bizarre, mais vous relirez attentivement la phrase. Et en fait, il y a des gens qui pensent qu'ils savent tout, parce qu'en fait, ils savent pas qu'il y a ils savent pas qu'il y a des choses qui ne, il y a des choses qu'ils n'imaginent même pas. Et donc, pour eux, s'ils n'arrivent pas à les imaginer, c'est que ça n'existe pas. Donc, bon, voilà. Et souvent, moins on sait de choses, plus on a de certitudes. Alors que plus on progresse dans l'apprentissage et plus on découvre qu'il y a encore plein de choses qu'on ignore. Donc ça, c'est l'ignorant inconscient. Ensuite, il y a le consciemment incompétent. On nous demande par exemple de faire quelque chose et on se dit, ah ben là, je ne sais pas faire. Donc on se rend compte qu'on ne sait pas, enfin on sait plutôt qu'on ne sait pas.
hein. Je sais que je ne sais pas. Donc ça, c'est l'ignorant conscient. Donc à ce moment-là, soit on se dit, ben non, je suis pas capable de faire, donner ça à quelqu'un d'autre, ou on se dit, ben, j'ai la tâche à faire, ben, je vais apprendre à le faire. Donc c'est mieux. Si on veut progresser, c'est ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, eh bien, on devient consciemment compétent. On a appris à faire, on a regardé un tuto, ça peut être pour des choses des très petites choses, hein. On n'est pas obligé de faire des grandes études ou des grands trucs. C'est toujours un petit peu plus chaque jour. Et là, on dit, ah ben ça y est, je sais maintenant que je sais faire cette chose-là. Et là, on passe au stade apprenti. Et en plus, ensuite, il y a le quatrième stade qui est le compétent inconsciemment, c'est-à-dire je ne sais plus que je sais. C'est-à-dire que l'information, elle est tellement rentrée, elle a tellement été mémorisée, répétée, etc., qu'on n'a même plus conscience qu'on la connaît, mais par contre, l'information revient facilement quand on la rappelle, quand on en a besoin, etc. Et là, on est sur le mode expert. Donc, troisième phase du processus de mémorisation, c'est le stockage. Alors, les informations qu'on a acquises, elles vont se stocker dans le cerveau, mais pas comme des objets qu'on entasse dans un grenier ou un magasin. Donc, elles devront être consolidées et reliées à d'autres informations. C'est ce que je vous disais, pour savoir où on va les stocker et pour pouvoir les rappeler aussi de manière efficace. Donc, par exemple, pour apprendre une liste de mots, on va pouvoir utiliser des astuces mnémotechniques. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Comme pour mémoriser les conjonctions de coordination, par exemple. Bon, est-ce que vous vous en souvenez des conjonctions de coordination? Hein, c'était mais où est donc Ornicard? Donc on avait appris la phrase mais où est donc Ornicard? Donc après, on sait très bien que ça s'écrit pas pareil, mais on n'a même pas trop besoin de réfléchir, elle ressort toute seule. Et maintenant, je vais vous donner un exemple, un autre exemple, un tout petit peu plus dur. Si je vous demande de me citer les 7 péchés capitaux, est-ce que vous allez être capable de me les retrouver très facilement? Peut-être pas. Maintenant, si je vous dis ce galop comme moyen mnémotechnique, eh bien, chaque lettre de ce galop correspond à la première lettre d'un des 7 péchés capitaux. Eh bien là, vous allez les retrouver beaucoup plus facilement et vous allez voir que ça fait colère, envie, gourmandise, avarice, luxure, orgueil, paresse. Donc vous voyez, bon, c'est un exemple, on n'a pas forcément besoin de ça tous les jours de la vie, mais c'est un petit exemple pour vous montrer qu'on peut avoir des astuces pour mémoriser plus facilement. Donc, par exemple, là, je vais vous montrer une liste de 9 mots. Banane, carotte, eau, jus de fruits, navet, orange, pomme, radis, vin. Alors, je peux vous dire, regardez la liste pendant 30 secondes à 1 minute. Vous la lisez bien, vous la mémorisez. Est-ce que ça va être facile? Eh bien, pas forcément, parce que, en fait, notre mémoire à court terme, elle a du mal à mémoriser 9 choses. Elle va mémoriser entre 5 et 7 pour la plupart des gens. Il y en a qui vont mémoriser les 9 mots sans aucun problème, mais pour la plupart, ça va être compliqué. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a dans cette liste? Il y a des fruits, il y a des légumes et il y a des boissons. Alors si on essaie de les regrouper en mettant les fruits ensemble, eh ben, on va se retrouver avec une liste de 3 fruits, une liste de 3 légumes et une liste de 3 boissons. À votre avis, est-ce que c'est pas plus facile de mémoriser 3 listes de 3 mots plutôt qu'une liste de 9 mots? Récupération, donc trois moyens de récupérer une information. La plus difficile, c'est le rappel libre ou spontané. Par exemple, si je vous demande quel dessert avez-vous pris hier soir, ben, vous allez être obligé de faire un effort de mémoire. Ensuite, si je vous facilite un peu les choses et que je vous dis, eh bien, c'était un dessert à base de pommes, souviens-toi. Donc là, ça va être plus facile pour vous remémorer. Et puis, si je vous donne encore plus d'indications et que je vous donne un choix de 3 possibilités, par exemple, est-ce que c'était une tarte aux pommes, est-ce que c'était une tarte tatin ou est-ce que c'était une compote de pommes, ben là, vous allez beaucoup plus facilement pouvoir me dire. Hein. Donc ça, c'est les différents modes de récupération. Alors, on va faire un petit résumé de tout ça. Donc, les informations du monde extérieur nous arrivent par les 5 sens. Elles vont aller dans la mémoire sensorielle, qui est une mémoire à court terme. Et ensuite, ça doit aller dans la mémoire à long terme. Donc, ça ira dans la mémoire épisodique si ce sont des souvenirs qui sont datés ou localisés. Et ça ira dans la mémoire sémantique si ce sont des faits culturels généraux, votre catalogue de culture générale, par exemple.
Et donc, vous voyez cette mémoire à long terme. Et puis à côté, on a toute la mémoire procédurale qui consiste à répéter des gestes pour les apprendre, bien les mémoriser. Et donc là, c'est une autre mémoire à long terme qui est la mémoire procédurale et qui va aboutir à des automatismes. Alors, vous pourrez tester votre mémoire épisodique, vous pourrez reprendre la vidéo après. Donc la mémoire épisodique, c'est je me souviens de, alors vous pouvez vous demander ce que vous avez fait hier, le week-end dernier, le 14 juillet dernier, le 11 septembre 2001 par exemple, même si c'est une date qui est très très lointaine, comme c'est une date que en principe personne n'a oubliée, eh bien souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on se rappelle exactement où on était, ce qu'on a fait au moment où l'événement s'est passé. Et puis, il y a 5 ans à la même période, et vous pouvez vous demander où étiez-vous, avec qui, etc. Et comme ça, vous faites travailler votre mémoire. Alors, comment on crée un souvenir? Eh bien, c'est le lobe frontal gauche qui va s'occuper de la création du souvenir. Et comment il va faire? Eh bien, par exemple, je me souviens que j'ai coupé, dans mon jardin, j'ai coupé des roses pour faire un bouquet. Eh bien, je vais me rappeler de tout le contexte. Par exemple, je me suis piqué en prenant les roses. Eh bien, je vais avoir la mémoire de la piqûre de l'épine de rose. Je sais de quelle couleur étaient les roses, je sais éventuellement quelle odeur elles avaient, est-ce que c'était une odeur plaisante ou déplaisante, quelle forme avait mon bouquet et à quel endroit je l'ai mis dans la maison, par exemple. Donc ça, c'est le lobe frontal gauche en association avec d'autres zones du cerveau qui a servi. Et puis, si je veux rappeler l'information, donc la reconstituer, eh bien là, je vais faire appel au lobe frontal droit. Je vais me rappeler de mon bouquet de fleurs et tac, ça va me remémorer, ça va réactiver toutes ces zones. Alors, vous pouvez tester aussi votre mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est je sais que, hein, c'est notre catalogue. Alors, vous pouvez vous entraîner, par exemple, soit en prenant une feuille de papier et puis en écrivant donc ce qui vous est demandé. Alors, vous pouvez soit vous chronométrer et puis essayer d'écrire un maximum de noms, par exemple, en 2 minutes, ou bien vous vous mettez un temps illimité et vous essayez de trouver un maximum de mots qui répondent aux critères. Par exemple, si on vous dit eh bien, citez-moi des poissons, ou des mammifères, ou des insectes, ou des animaux commençant par C, c'est l'exemple qu'on a pris l'autre jour en formation. Eh bien, finalement, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Il y a des personnes qui vont trouver que trois animaux qui commencent par C, alors qu'il y en a plein, plein, plein. Et vous pouvez vous amuser comme ça. Et en fait, ça fait travailler aussi toute votre mémoire sémantique. Vous allez passer en revue tous les différents catalogues, etc. C'est des choses que vous savez, mais quelquefois qui n'ont pas servi depuis très très longtemps et qui sont enfouies assez loin dans la mémoire. Donc le fait de faire des petits exercices comme ça rappelle, et c'est comme si vous relisiez votre catalogue régulièrement. Alors maintenant, les pertes de mémoire. Alors quand faut-il demander de l'aide? Alors il y a des causes réversibles de la perte de mémoire et vous allez voir qu'elles sont assez nombreuses. Il y a des médicaments, par exemple, tout ce qui est tranquillisant, antidépresseurs, certains antihypertenseurs, par exemple, peuvent causer des pertes de mémoire. Les traumatismes crâniens ou des blessures mineures peuvent aussi euh, être cause de traumatismes, de perte de mémoire, alors qu'ils vont être passagères, hein. Les troubles émotionnels aussi, hein. Tout ce qui est prise d'alcool ou de drogue illicite, ça peut avoir aussi un impact non négligeable sur la mémoire. Les carences en vitamines et entre autres en B12, qui peut agir aussi sur la mémoire. Donc attention pour ceux qui ont des régimes végétariens, parce que souvent ils sont carencés en vitamine B12. Et il faut prendre parce que la B12, on la trouve surtout dans des produits d'origine animale. Donc il faut pas oublier de prendre des compléments en vitamine B12. Tout ce qui est stress, dépression, anxiété, chagrin va avoir aussi un impact sur la mémoire. L'hypothyroïdie et tous les troubles hormonaux en général, les troubles rénaux, hépatiques, tout ce qui est tumeur, infection du cerveau ou bien d'autres infections du corps avec beaucoup de fièvre, par exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une fièvre au-dessus de 40, par exemple. Eh bien, vous allez vous rendre compte que bah là, vous avez l'impression que votre cerveau il ne fonctionne plus du tout. Et puis, il y a aussi la grossesse, la ménopause. Pourquoi? Parce qu'il y a des modifications hormonales assez importantes à ce moment-là. Tout ce qui est bien sûr accidents vasculaires cérébraux, accidents ischémiques transitoires, quand vous avez soit une thrombose ou bien une hémorragie dans le cerveau, eh bien vous allez avoir
vous risquez d'avoir la partie du cerveau qui va être endommagée, va vous causer des petits problèmes de mémoire. L'apnée du sommeil aussi peut vous jouer des tours sur la mémoire. Et puis le vieillissement, plus on vieillit, bah, plus nos capacités de cognitives et physiques ont tendance à diminuer, mais ça n'est pas une fatalité. On peut essayer d'agir sur tout ça et vous voyez que en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut toujours faire de la prévention pour être en meilleure santé possible. Alors, il ne s'agit pas de privilégier un organe plutôt qu'un autre, puisqu'ils sont tous en lien les uns avec les autres. Et en fait, plus votre corps, plus la totalité de vos organes fonctionne bien, mieux votre corps fonctionnera. Et puis, il y a tout ce qui est maladie neurodégénérative. En général, on pense à ça en premier dès qu'on pense à des problèmes de mémoire et on n'a pas du tout envie d'avoir ce type de maladie. Donc, il y a souvent des démences associées à ces maladies, alors plus ou moins rapides en fonction de la maladie. Alors là, j'ai pas le temps de vous les détailler toutes, mais il y a des signes précoces de démence. Donc, si ça vous arrive d'avoir des choses comme ça, alors je vous dis pas d'aller consulter tout de suite, mais vous pouvez déjà mettre en pratique les conseils que je vais vous donner après. Et si ça persiste, ben, à ce moment-là, il faut consulter éventuellement. Donc, si on pose les mêmes questions à plusieurs reprises dans une même conversation, quand on répète tout le temps la même chose et qu'on répète tout le temps les mêmes questions alors qu'on nous a déjà répondu, c'est préoccupant. Oublier des mots courants en parlant. Mélanger les mots, par exemple, on dit lit au lieu de table, par exemple, quelquefois ça peut arriver. Quand on prend plus de temps pour accomplir des tâches familières comme suivre une recette, prendre plus de temps, oui, donc pour accomplir les tâches familières. Alors quand on avance vraiment en âge, eh bien, c'est un peu normal d'être un petit peu plus lent qu'avant, mais ça doit pas être un ralentissement énorme. Ça doit nous laisser quand même la capacité de mener à bien une recette de cuisine jusqu'au bout, par exemple. On peut aussi égarer des objets à des endroits totalement inappropriés, comme mettre son portefeuille dans le réfrigérateur, par exemple. Donc ça, il faut un peu se poser des questions, c'est qu'on est vraiment très très distrait. On peut se perdre aussi en marchant ou en conduisant dans une zone qui nous est habituellement familière, ou avoir des changements d'humeur ou de comportement sans aucune raison. Donc ça, c'est un peu bizarre également. Alors, comment on peut améliorer sa mémoire? Eh bien, il faut savoir que le stress oxydatif, le stress chronique et l'inflammation chronique sont des facteurs centraux du vieillissement cérébral, comme du vieillissement du reste du corps d'ailleurs, et ça va occasionner des troubles de la mémoire. Donc, tout ça, c'est largement réversible grâce à des choix que l'on peut faire dans notre hygiène de vie au quotidien. Donc, pour avoir une meilleure mémoire et ralentir le vieillissement aussi, eh bien, on va réduire le stress chronique, on va réduire l'inflammation chronique et on va réduire le stress oxydatif. Alors, comment on fait? Eh bien, on peut adopter une alimentation antioxydante, anti-inflammatoire. On va privilégier les fruits rouges en priorité, hein, tout ce qui est myrtille, le cassis, les framboises, les fraises, etc. On peut aussi les agrumes, alors ils sont pas rouges, hein, mais ils nous apportent aussi des composés, enfin des nutriments intéressants. Agrumes, kiwis, grenades, raisins noirs. Les légumes verts et orange, c'est pas l'orange, mais et de couleur orange, comme le brocoli, l'épinard, la carotte, la patate douce. Donc ça contient aussi des vitamines et des nutriments qui sont indispensables pour avoir une action antioxydante. Les épices et les herbes aromatiques, le curcuma, le gingembre, le romarin, le thym, le persil, la ciboulette, etc. Tout ça, ça va avoir comme conséquence aussi d'alcaliniser votre organisme. Souvent, on a un terrain trop acidifié et donc le fait de mettre des épices et des herbes, non seulement ça donne du goût à ce qu'on mange, mais ça va alcaliniser nos repas. Tout ce qui est graines, les noix, le chocolat noir à plus de 70%, c'est très bien aussi pour cette action antioxydante et anti-inflammatoire. Les huiles riches en oméga 3, puisque les oméga 3 ont des capacités anti-inflammatoires, contrairement aux oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Donc privilégiez l'huile de cameline, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, et ne consommez pas trop d'huile de tournesol, par exemple, qui est très riche en oméga 6, et donc qui est plus pro-inflammatoire. Et puis, ben, vous pouvez aussi vous intéresser à la chrononutrition. Donc, il y a tous les livres du docteur Alain Delabosse qui vont vous permettre d'apporter tout ce qu'il faut à votre organisme au moment où il en a besoin pour fabriquer tous ces neuromédiateurs, toutes ces hormones, tout ce qu'il doit fabriquer
pour, heu, pour fonctionner correctement. Et quelquefois, on a du mal à modifier notre alimentation parce qu'on a des habitudes assez tenaces, ou on est accro au sucre ou autre. Eh bien, on peut se servir du Super Patch Kikit, alors qui ne contient aucun produit chimique, mais qui contient un neurocode qui va pouvoir réinformer aussi nos circuits neuronaux et qui va nous permettre de nous libérer de nos addictions, hein, que ce soit au sucre, au chocolat ou autre. Et l'alimentation anti-stress, c'est bien les aliments qui sont riches en magnésium, vous savez, le chocolat noir, les fruits secs et les oléagineux, les légumes verts à feuilles, les sources d'oméga 3, bien vous avez les poissons gras, alors il vaut mieux prendre sardines, maquereaux, plus que du saumon ou autre parce que, plus les poissons sont gros, plus vous avez de métaux lourds dedans aussi. Vous avez les graines de chia et les graines de lin, l'huile de colza, l'huile de cameline, l'huile de noix et puis, il faut limiter donc les sucres raffinés, la caféine en excès aussi et l'alcool. Donc c'est pour tous ces choses à limiter, là on peut avoir besoin du Kikit. On va gérer le stress émotionnel aussi, donc on essaiera de lister toutes les sources de stress de façon à voir comment on peut s'organiser autrement pour être moins stressé et puis on pourra utiliser la cohérence cardiaque. Allez voir sur YouTube, tapez cohérence cardiaque, vous aurez des petits tutos, il n'y a plus qu'à suivre. L'idéal, c'est de le faire 3 fois par jour, ça vous prend 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir, mais ça peut changer le cours de vos journées. Vous pouvez aussi faire de la méditation, des promenades dans la nature, des activités créatives ou de loisirs qui vous plaisent, et puis, du journaling aussi, c'est-à-dire noter tous les jours, 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Vous le faites le soir, par exemple, avant de vous endormir, eh bien, vous vous endormez avec beaucoup moins de stress parce que, vous allez vous endormir en vous remémorant les choses positives qui se sont passées dans la journée. Et puis vous pouvez pratiquer aussi la position du super-héros. Donc ça, je vous montrerai, une fois quand on sera en formation en présentiel, parce que là, en visio, c'est pas très facile. Mais vous pouvez taper aussi position du super-héros sur YouTube et vous allez trouver entre autres un extrait de Grey's Anatomy où ils expliquent la position du super-héros. Et donc, sachez que le stress chronique, il vous produit en continu des radicaux libres qui, eux, vont dégrader aussi vos différents organes et entre autres vos neurones. Alors, pour vous aider, si vous n'arrivez pas à faire tout ça ou si vous avez vraiment du mal à lâcher prise, utilisez le Super Patch Peace. Alors, les Super Patch, on les utilise toujours avec une base Liberty ou Victory. Ben, je dirais Liberty pour faire simple et Peace pour lutter contre le stress. Et puis aussi, il faut dormir suffisamment parce que le cerveau a besoin du sommeil profond pour nettoyer les déchets oxydants. Alors, c'est uniquement pendant la phase du sommeil profond qu'on va faire ça. Et puis pendant les autres phases du sommeil, entre autres pendant la phase de sommeil paradoxal, eh bien, on va résoudre les problèmes qui se sont posés dans la journée. On va élaguer aussi ce qui ne sert pas au niveau de la mémoire. Et puis, on va consolider un petit peu les informations dont on a besoin et qu'on a besoin vraiment de mémoriser. Donc, s'il y a moins de 6 heures par nuit aussi, sachez que vous avez une production accrue de stress oxydatif, hein. Donc, c'est les espèces réactives de l'oxygène qui vont être plus nombreuses et qui vont causer des dégâts dans votre organisme. Donc, pour bien dormir, eh bien, vous pouvez utiliser le patch REM. Alors, celui-là, on le colle 1 heure à 2 heures avant d'aller dormir et on l'enlève le lendemain matin. Et ça vous permettra d'être beaucoup plus reposé, d'avoir beaucoup mieux récupéré, vous verrez la différence le matin en vous levant. Et puis, je vous conseille aussi de faire de l'activité physique, alors juste ce qu'il faut parce que si vous avez une activité physique, qui est très importante, vous savez que vous allez aussi créer beaucoup plus de stress oxydatif. Donc tous ceux qui s'entraînent pour faire des marathons ou des choses comme ça, c'est bien, mais bon, le corps va vieillir, hein. Il faut savoir qu'il y a un risque de vieillissement quand même, un petit peu accéléré. Donc il y a oui, quand on fait beaucoup, beaucoup d'exercices, on récupère moins bien ou pas correctement la plupart du temps et donc du coup, on va générer du stress oxydatif. Alors pour ça, vous pouvez utiliser, quand vous faites du sport, vous pouvez utiliser le Super Patch Victory et puis, et qui vous évitera d'avoir des courbatures et qui va vous permettre de récupérer beaucoup plus facilement. Alors c'est pas une raison non plus pour aller forcer votre corps au-delà de ses possibilités, faites attention à ça. Que j'entends souvent ça, «J'ai forcé, j'ai forcé, j'ai forcé, il faut se dépasser». Oui, enfin bon, à un moment, il faut aussi rester modéré quand même, hein.
Alors, hop, voilà. On va favoriser aussi les antioxydants naturels, donc le glutathion, le coenzyme Q10, l'acide alpha-lipoïque, qui sont des produits qui sont naturellement produits par notre organisme, mais ils vont chuter avec l'âge. Par exemple, pour la coenzyme Q10, à partir de l'âge de 30 ans, on a une baisse assez constante et entre autres, la coenzyme Q10, ça intervient au niveau de la chaîne de transport des électrons dans la mitochondrie. C'est l'endroit de notre cellule où on produit de l'énergie. Et donc, bah, c'est important qu'il y ait suffisamment d'énergie dans la cellule pour que tout fonctionne bien. Donc, si on n'en a pas suffisamment d'antioxydants, bah, on va éventuellement en prendre sous forme de glutathion ou autre. Parce que la vitamine C, la vitamine E, le zinc, le sélénium, tout ça aussi, ce sont des antioxydants. Alors, il ne faut pas en prendre un tire-larigot non plus, il faut vous faire conseiller si vous ne savez pas trop comment faire. Et puis, le super patch Joy peut être intéressant aussi pour ça, parce que, en général, quand on a beaucoup de joie de vivre, qu'on est très joyeux, etc., bah, ça veut dire qu'on n'est pas trop dans le stress ou autre. Et ça veut dire que, bah, qu'on est certainement mieux aussi au niveau de l'oxydation cellulaire. Et puis l'hydratation, alors ça c'est hyper important, il faut boire de l'eau pure ou de l'eau filtrée. Euh, enfin, quand je dis de l'eau pure, c'est de l'eau sans rien dedans, dans laquelle on n'a pas mis par exemple un sirop ou du citron ou des choses comme ça, ou une tisane. C'est pas la même chose que de boire de l'eau sans rien dedans, hein. Il vaut mieux qu'elle soit filtrée parce que l'eau du robinet contient des résidus de médicaments et différentes choses, des résidus aussi de pesticides, hein. L'air de l'intérieur doit être purifié aussi. Alors, je vous conseille de ventiler votre maison au moins 10 à 15 minutes par jour, même en hiver. Alors, il faut le faire en dehors des pics de circulation automobile pour ne pas récupérer des gaz d'échappement à l'intérieur. Et faites-le au moment le plus propice. Limitez le plastique aussi dans votre environnement. Choisissez des cosmétiques sans produits toxiques et choisissez aussi des produits d'entretien naturels, respectueux de votre santé et de l'environnement. On peut faire quasiment tout avec du savon noir, du bicarbonate, du jus de citron ou du vinaigre blanc, par exemple. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça et qui ne vont pas polluer l'environnement non plus quand on rejette ça dans les eaux usées. Alors j'ai mis le patch focus parce que quelquefois on a besoin de beaucoup de focus justement pour essayer de s'y retrouver dans tous les conseils qui sont donnés vis-à-vis de tous ces produits-là. Et puis, ne négligez pas non plus les liens sociaux, puisqu'ils vont permettre de réduire de 70% le stress, à condition que, évidemment, le contact social soit positif, hein. Si vous êtes sans arrêt dans des rapports conflictuels, ce ne sera pas du tout le cas. Mais quand vous avez des amis avec lesquels vous arrivez à passer du bon temps, avoir des discussions constructives, etc., eh bien, ça va être 4 fois plus efficace qu'un médicament anti-stress, hein. Et puis, au final, ben, ça va augmenter de 7 ans votre espérance de vie, donc c'est quand même pas négligeable non plus. Et puis cette connexion humaine, c'est vraiment un antidote puissant au stress et ces liens de qualité agissent vraiment comme un bouclier biologique contre les effets néfastes du cortisol, hein, parce que le stress chronique, ça se manifeste comment? Par un taux de cortisol qui est trop élevé et qui va venir déséquilibrer euh, tout, euh, tout l'organisme, en fait, tout le système endocrinien et le système nerveux aussi. Et puis, vous pouvez transformer votre relation au stress aussi, changer de perspective, changer d'angle de vision. Quand vous avez un problème, eh bien, ne restez pas bloqué sur euh, quand vous avez quelque chose à résoudre, mais quelquefois on est bloqué, on ne sait pas comment faire. Ben, je vous conseille comme si vous aviez le problème dans votre main, vous le tournez sous un autre angle et vous vous dites comment je pourrais faire. Essayez d'imaginer aussi comment vous pourriez tourner les choses de manière à ce que ce soit plus facile à faire. Et alors quelquefois, on peut en parler à d'autres personnes aussi. Et puis le fait de réfléchir à plusieurs, eh bien ça peut aussi donner des pistes intéressantes. Quand on voit qu'on est trop stressé dans une journée, on peut aussi interrompre cette spirale du stress en prenant une grande aspiration. Et souvent, en l'espace de 90 secondes, hop, on arrive à se recentrer et à oublier du stress. Et puis, on peut écrire aussi pour transformer toutes les expériences stressantes en apprentissage précieux. Ça permet aussi de donner du sens à ce qu'on fait,
Ça permet de se poser aussi un petit peu. Ça peut permettre de transmettre aussi, par exemple, aux enfants, aux petits-enfants, etc. Donc c'est très intéressant. Et c'est très intéressant de se poser les questions, de savoir pourquoi on est là, à quoi on sert. Euh, voilà, on va travailler là-dessus dans mes prochaines formations en présentiel. Donc vous voyez, pour améliorer sa mémoire, eh bien, on va privilégier une alimentation saine, un sommeil réparateur, une bonne gestion du stress, de l'exercice physique modéré mais régulier. On va soigner son microbiote aussi grâce à son alimentation. On va réduire l'exposition aux toxines en faisant attention à tous les produits qui nous entourent. On va aussi surveiller sa santé dentaire parce que votre état bucco-dentaire alors, peut montrer d'abord si vous avez de l'inflammation chronique dans votre corps, et puis il peut y avoir au niveau de vos dents ou de votre bouche des bactéries pathogènes qui restent là parce qu'elles ne sont pas correctement éliminées par votre hygiène bucco-dentaire, ou bien aussi parce que il y a une infection. Alors même si la dent vous fait pas mal, et c'est pour ça qu'il est très important d'aller consulter au moins une fois par an pour faire contrôler vos dents, pour éviter qu'il y ait des caries ou des problèmes d'inflammation chronique ou d'infection chronique qui ne vous font pas mal mais qui sont présents quand même et qu'il faut traiter. On va aussi nourrir son esprit et ses relations. Alors il faut faire attention à ce qu'on lit, il faut faire attention à ce qu'on regarde. Est-ce que vous avez besoin de regarder tout le temps des films d'horreur? Non, je pense pas. Ça peut être intéressant de regarder des choses constructives, positives, parce que tout ça, ça va aussi influencer votre cerveau. Et rappelez-vous que l'amygdale, par exemple, hein, ça gère la peur, ça gère tout ce qui est agression, etc. Et si vous regardez beaucoup de choses qui vous font penser à la peur, et bien donc vous risquez aussi d'avoir des problèmes par rapport à ça parce que vous allez avoir un comportement de peur en permanence. Et c'est quelque chose qui va aussi modifier votre perception des choses et qui ne vous permettra pas de prendre les bonnes décisions quand vous devez choisir quelque chose. Vous pouvez aussi trier, ranger, organiser votre lieu de vie. Plus ça va être organisé, plus ça va être rangé, ça va vous permettre, bah, comme dans votre mémoire, hein, de ne pas garder les objets qui ne vous servent pas. Vous les revendez, vous les donnez, vous les jetez, voilà, en fonction de leur état. Et plus ce sera organisé, moins vous allez passer de temps à chercher des choses. Donc ça, ce sera quand même quelque chose de positif et votre cerveau pourra en prendre exemple aussi pour ranger les infos dans les différents dossiers qu'on a vus en fonction de la mémoire épisodique, procédurale ou sémantique. Et puis je vous conseille aussi de faire chaque jour un exercice intellectuel un petit peu difficile. Et puis comme ça vous permet de vous dépasser un petit peu plus chaque jour. Et c'est ce petit 1% de plus qu'on a fait chaque jour qui fait qu'à la fin de l'année, ben, on est à 365% en plus. Vous voyez? Et après, ça va devenir un petit peu comme une drogue, hein. Vous allez avoir envie de vous surpasser tout le temps. Alors que tant que vous restez dans votre zone de confort, ben, vous risquez de vous y endormir complètement et vous n'aurez plus envie d'en bouger après. Donc, vous pouvez participer à des jeux télé, même si ça vous paraît un peu superficiel, ben, il y a toujours des choses intéressantes. Il y a souvent des questions. Moi, j'aime bien regarder ça. J'ai déjà participé d'ailleurs à un jeu télé, c'était il y a longtemps, et où vous pouvez les regarder simplement. Et donc, ça fait travailler votre mémoire sémantique aussi. Vous pouvez choisir d'apprendre une langue étrangère. Et si vous apprenez une langue qui a un alphabet différent du vôtre, ça va être encore plus difficile. Et donc, vous vous mettez un challenge supplémentaire. Encore faut-il en avoir besoin, parce que sinon, vous n'en verrez pas l'intérêt. Vous pouvez aussi transmettre vos connaissances en cuisine, tricot, couture, bricolage, jardinage. Et ça, le fait de transmettre, eh bien, ça va vous permettre de les réviser et puis de les expliquer d'une autre manière et ça va consolider votre propre mémoire. Vous pouvez aussi participer à des actions bénévoles, vous apportez votre savoir-faire, et puis vous agrandissez votre cercle de relations, et puis vous allez apprendre des autres aussi, puisque chacun apporte son propre savoir-faire. Donc en fait, c'est un enrichissement, même s'il n'est pas financier, eh bien c'est un enrichissement culturel.
Faites du sport aussi, ça vous permettra une meilleure mémorisation, ça permettra à tout votre corps de mieux fonctionner. Et puis, amusez-vous dès que vous le pouvez, parce que la vie, c'est ça aussi, et on apprend en s'amusant. On retient encore mieux quand on s'amuse en apprenant. Donc, si vous avez envie d'entraîner votre mémoire, je vous ai préparé un tableau récapitulatif des applications de stimulation cognitive en français. Donc, vous allez pouvoir trouver différentes petites applications. Certaines sont gratuites, même celles qui sont payantes. Il y a quelquefois une version gratuite qui vous permet peut-être pas de tout faire, mais qui vous permet de choisir les différentes applications. Donc, si vous voulez recevoir cette liste, donc j'ai listé, je vous ai mis les tarifs et je vous ai mis les indications enfin, ce que vous pouvez trouver dans ces applications et à qui c'est destiné plus spécifiquement. Si c'est pour les jeunes, si c'est pour les étudiants qui font leurs études, ou si c'est pour des seniors qui veulent améliorer leur mémoire, etc. Donc ça prend juste une page, mais bon, c'est intéressant à connaître, ça vous évitera de faire des recherches. Donc si vous voulez ça, vous m'envoyez le mot mémoire à contact@docleasy.com et je vous l'enverrai immédiatement. Si vous avez besoin d'infos sur les super patchs, eh bien vous pouvez consulter la page récapitulative de mon site. Donc c'est sur docleasy.com et il y a une page qui est consacrée aux super patchs. Et si vous voulez des infos plus personnalisées, n'hésitez pas à me contacter directement. Je vous offre 30 minutes en Zoom ou au téléphone si vous voulez pour vous conseiller plus particulièrement. Et puis si ce que je vous ai dit vous a intéressé et si vous avez envie d'en apprendre plus sur le fonctionnement de votre corps, eh bien sachez que j'ai prolongé le tarif réduit donc des inscriptions à Djerba parce que je me suis rendu compte que au 30 juin, on a tous beaucoup de choses à faire. C'est l'année scolaire qui se termine, on est encore dans le rush. Et comme là, j'organise deux formations qui sont plutôt pour des gens qui vont être fatigués, stressés, qui veulent sortir justement de ce cercle vicieux de je suis trop stressée, j'en peux plus, je suis au bord du burn-out, etc. Et je me dis, il faut pas que je leur rajoute encore du stress, donc j'ai mis 15 jours de plus. Donc comme ça, vous allez pouvoir faire ça tranquillement, profiter quand même du tarif réduit. Et, euh, et donc il y a déjà des personnes qui se sont inscrites pour les deux formations d'ailleurs, donc sachez que je ne ferai pas la même chose dans les deux. Et qu'il y aura des choses aussi sur la mémoire, parce que ça, on me l'a demandé déjà. Et j'estime que ça fait partie des choses à connaître pour baisser le stress dans son organisme. Quand on est mieux organisé, quand on est plus capable de mémoriser, eh bien, on évite le burn-out. On va être mieux au quotidien de toute façon. Donc ça, on en reparlera aussi dans ces formations-là. Je vais en Tunisie au mois de juillet aussi pour préparer tout ce qui est les 2 jours dans le désert. Alors, en théorie, ça fait pas partie de la formation théorique, mais ça fait partie de la formation, je dirais, cognitive, sensorielle, etc. Et donc, avec le guide nomade qui nous accompagne, là, on va préparer en juillet des choses vraiment beaucoup plus spirituelles que ce qu'on a fait jusqu'à présent dans le désert. C'était déjà bien, c'était déjà cette reconnexion à des valeurs humaines fondamentales. Mais là, on va aller encore plus loin parce qu'il est très doué dans ce domaine-là aussi. Donc, si vous avez besoin de renseignements, c'est pareil, vous pouvez me contacter. Si vous avez besoin d'aide pour réserver vos billets d'avion, contactez-moi, je vous aiderai du mieux possible. Mais sachez qu'à partir, et faites-le avant le 15 juillet, parce que après du 15 juillet au 15 août, je vais être difficilement joignable.